Ma femme siffla entre ses dents. Reste en arrière, ne me fais pas honte. 30 secondes plus tard, la milliardaire passa devant elle pour venir directement vers moi. J'étais debout derrière une colonne de marbre quand Éléonore Dubois prit mes mains. Elle ne les serra pas, elle les prit. Ses doigts étaient chauds, fermes. Elle ne regarda pas mon smoking. Elle regarda mon poignet, la cicatrice pâle qui courait comme un point d'interrogation, vestige d'un accident de travail d'il y a 20 ans. Ses yeux se remplirent de larmes. La salle continuait de bourdonner de rires jazz, du tintement doux des verres. Mais pendant une seconde, tout devint silencieux. « Je te cherche depuis 28 ans, murmura-t-elle. Quelqu'un laissa tomber un verre. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Ce fut le moment décisif. La fissure dans le sol, le point de non-retour. Tout ce qui s'était passé avant, chaque petite humiliation, chaque mot ravalé me revint d'un coup. Et tout ce qui suivrait changerait ma vie. Le gala était la soirée de Marianne. Elle l'avait dit au moins 3 fois sur la route depuis Meaux, lissant sa robe, vérifiant son rouge à lèvres dans le rétroviseur, comme si nous nous rendions à une séance photo plutôt qu'à une soirée de bienfaisance. La nouvelle propriétaire était en ville, disait-elle. Les donateurs nous observeraient. L'image comptait. Reste juste en arrière, me dit-elle en nous engageant dans la file des voituriers le long de la Seine. Laisse-moi gérer les présentations. J'acquiesçais. Je le faisais toujours. À l'intérieur, la salle de bal sentait l'argent, le vernis et le parfum, avec quelque chose de floral diffusé par les conduits d'aération. Un trio jouait du jazz doux près des fenêtres. Les lumières de la scène scintillaient à travers les vitres comme si elles faisaient partie du décor. Marianne glissa devant moi, talons claquants, épaule droite. Elle semblait parfaitement à sa place. Pas moi. Le smoking était loué. Le col me grattait. Mes mains étaient le problème. Elle les remarqua dans les toilettes, attrapa mon poignet comme si elle vérifiait une montre. « Mon Dieu, Pierre !» dit-elle en baissant la voix. « Elles ont l'air abîmées. »« Ce sont des mains, » dis-je. Elle leva les yeux au ciel et sortit un petit tube de son sac. « Tiens, couvre au moins le pire. » Je fixai la pâte beige sur ma paume. Les cales, la cicatrice, l'endroit où un câble électrique m'avait mordu en 2003, quand un disjoncteur était mal étiqueté et que le propriétaire jurait que tout était coupé. « Ça vient du travail, » dis-je. « Et ça ?» dit-elle en désignant la salle de bal. « Ça vient du succès. S'il te plaît, ne complique pas les choses plus qu'elles ne le sont déjà. » Je rinçai ce produit dans l'évier, le regardai tourbillonner comme si cela n'avait pas d'importance, comme si moi non plus. Nous rentrâmes dans la salle et elle fit ce qu'elle faisait toujours, me plaça derrière son épaule, un demi-pas en arrière, assez près pour aller chercher un verre, assez loin pour être invisible. « Reste en arrière !» siffla-t-elle tandis qu'un groupe de cadres s'approchait. « Ne me fais pas honte !» Je me tins près de la colonne, observai la foule, écoutai. Marianne rit à des plaisanteries qu'elle avait déjà entendues. Parla de leadership, de culture et d'éthique comme si c'était ses inventions personnelles. Les gens acquiesçaient, les verres tintaient, des noms flottaient que je ne reconnaissais pas. Puis la musique baissa et une ondulation parcourut la salle. Les têtes se tournèrent, les téléphones disparurent. La propriétaire était arrivée. Éléonore Dubois se déplaçait comme si elle n'avait besoin de permission de personne. 55 ans environ, robe noire simple, cheveux tirés en arrière, pas de bijoux remarquables, ce qui signifiait probablement qu'il l'était. Elle serrait des mains en marchant, mais ses yeux scrutaient, cherchaient. Marianne se redressa, leva son verre et s'avança avec un sourire que je connaissais bien. Éléonore ne la vit pas. Elle passa devant le sourire, devant le toast, directement vers moi. Je le sentis avant de le voir, comme un changement de pression atmosphérique. Son regard se fixa sur le mien et s'y accrocha. Elle franchit la distance en 3 pas silencieux et tendit la main, paumes ouvertes. Quand elle toucha ma main, elle s'arrêta. Son pouce caressa la cicatrice. Et puis elle le dit. 28 ans. Derrière elle, la salle réagit. Une inspiration soudaine, le tintement cristallin du cristal sur la pierre. Le verre de Marianne se brisa près de mes pieds. Je regardais Éléonore et tentais de parler, mais ma gorge se serra.
Tout ce que je pus articuler fut « Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre ». Elle secoua la tête une seule fois. « Non, dit-elle, pas du tout. » Marianne se précipita, le teint livide. « Éléonore, Madame Dubois, voici mon mari, Pierre. C'est un électricien syndiqué. »« De mots !» dit Éléonore doucement sans me quitter des yeux. Marianne se figea. Je me sentis petit et grand à la fois, vu d'une façon que je n'avais pas été depuis des années, depuis des décennies. La musique reprit maladroitement. Quelqu'un rit trop fort. Un serveur s'agenouilla pour balayer le verre. Éléonore serra mes mains une fois de plus. « Nous parlerons, » dit-elle. « Bientôt ?» Puis elle disparut, absorbée par la foule, comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Marianne me dévisagea comme si j'avais mis le feu au bâtiment. « C'était quoi ça ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Rien. C'est elle qui me l'a dit. » Sa mâchoire se crispa. Elle se pencha pour ramasser son sac, puis se redressa, retrouvant tout son sang-froid. « Va chercher un autre verre, » dit-elle, « et reste en arrière. » Je le fis. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir dans ma poitrine, comme une porte fermée depuis des années qui s'entrebâillait. Je regardais Éléonore de l'autre côté de la salle, tandis que Marianne montait sur scène, vantant l'intégrité et la vision. Je regardais les donateurs se pencher. Je regardais les gens me jeter des coups d'œil, curieux maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si j'étais resté en arrière parce que j'y avais ma place ou parce qu'on me l'avait ordonné. Je ne savais pas pourquoi Éléonore me cherchait. Je ne savais pas ce qu'elle savait. Mais je savais une chose. Ma vie n'était plus petite. Je ne dormis pas cette nuit-là. Marianne était allongée à côté de moi, raide comme un piquet, le dos tourné. La chambre d'hôtel était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du trafic le long des quais et de la sirène occasionnelle rebondissant sur la Seine. Je fixais le plafond, rejouant le visage d'Éléonore encore et encore, la façon dont ses yeux étaient allés directement vers mes mains, comme elle avait semblé sûre quand elle avait dit mon nom. 28 ans. Le matin, Marianne était déjà habillée. Elle se tenait à la fenêtre avec son téléphone collé à l'oreille, murmurant de petites phrases sèches. Quand elle remarqua que je la regardais, elle tourna le dos. Sur la route du retour vers Meaux, elle n'en parla pas. Moi non plus. Le silence s'installa entre nous comme un troisième passager. Il se brisa 2 jours plus tard. J'étais à la table de la cuisine avec une tasse de café, fixant le journal local quand mon téléphone vibra. Numéro inconnu, indicatif de la région parisienne. Pierre Moreau demanda une femme quand je répondis. Oui, c'est Éléonore Dubois. Je fermai les yeux. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot près de l'avenue de la République, le genre avec des banquettes en vinyle et une clochette à la porte qui tintait encore quand on entrait. Éléonore était déjà là, assise dos à la fenêtre, les mains jointes autour d'une tasse ébréchée. Pas de suite, pas d'assistante, juste elle. « Tu bois toujours ton café noir ?» dit-elle, tandis que je glissais dans la banquette. « Je n'ai jamais arrêté, » dis-je. Elle sourit, la plus petite courbure de sa bouche, et pendant une seconde, je la vis plus jeune, dans mes cheveux, riant dans les gradins avec un plateau de nachos en carton équilibré sur ses genoux. « Tu te souviens ?» dis-je. « Je me souviens de tout, » dit-elle. « C'est ça le problème. » Elle me raconta qu'elle était revenue en ville une fois, il y a des années. Avait roulé devant l'ancien terrain de Boissys-le-Roi. La clôture grillagée était rouillée. L'herbe du champ extérieur était clairsemée. Mais elle pouvait encore me voir au marbre en 95, fin de 7e manche, 2 retraits. Le claquement de la batte. La façon dont toute la place s'était levée d'un coup. J'avais dit à ma colocataire que j'allais t'épouser, dit-elle, comme si elle parlait de la météo. Je ris, court et surpris. Je ne pouvais même pas me payer une voiture à l'époque. Tu avais quelque chose de mieux, dit-elle. Tu étais solide. Le souvenir me frappa durement. L'odeur de l'herbe coupée, le goût de la poussière, la voix de mon père depuis les gradins avant qu'il ne tombe malade. Je lui racontai pourquoi j'avais quitté le baseball, les funérailles, les factures, le travail à l'usine qui était devenu un apprentissage, puis une carte syndicale. Je t'ai écrit, dit-elle doucement, après avoir déménagé. J'ai appelé. J'ai même demandé autour de moi.
Je n'ai jamais rien reçu, dis-je. Elle acquiesça comme si elle s'attendait à cette réponse. Je sais, je ne demandais pas comment elle le savait. J'avais peur de la réponse. Nous parlâmes pendant 1 heure de mots qui changeaient, du travail, du temps. Elle ne me toucha pas, ne flirta pas. Écouta juste. Quand nous nous levâmes pour partir, elle glissa une carte sur la table. Si tu as jamais besoin de comprendre des documents administratifs, dit-elle, appelle ce numéro. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de clarté. Cette nuit-là, Marie-Anne remarqua la carte. Qui est Éléonore Dubois demanda-t-elle, trop désinvolte. Quelqu'un de mon passé, dis-je. Elle sourit sans chaleur. Drôle comme le passé ressurgit juste quand l'avenir est en jeu. Je ne répondis pas. Je me couchais en pensant aux lettres qui n'étaient jamais arrivées et à une vie qui aurait pu être. Et puis je pensais à mon compte retraite parce que pour la première fois, je réalisais que je ne me souvenais pas du dernier relevé que j'avais vu. Je n'allais pas chercher les ennuis. Les ennuis vinrent me chercher sous la forme d'une enveloppe manquante. Chaque trimestre, comme une horloge, il y avait une épaisse déclaration qui m'attendait dans la boîte aux lettres quand je rentrais du travail. Mon plan épargne-retraite, le résumé de pension, des trucs ennuyeux, rassurants, la preuve que 35 années de matinées précoces et de câbles électriques se transformaient en quelque chose de solide. Cette enveloppe n'était plus apparue depuis un moment. Au début, je me dis que tout était numérique maintenant. Marie-Anne l'avait dit plus d'une fois. Le sans-papier, c'est plus propre, Pierre. Mais cette pensée ne me lâchait pas. Elle resta dans un coin de mon esprit, tandis que je serrais des boulons et étiquetais des panneaux, tandis que je buvais du café à la table de pause, tandis que je rentrais chez moi en passant devant l'ancien local syndical rue de la République. Ce soir-là, Marie-Anne était au téléphone quand j'entrais. « Je sais, » dit-elle en riant doucement. « Il ne comprend pas les chiffres. Je m'en occupe. » Elle tourna le dos quand elle me vit. Quelque chose dans ma poitrine se glaça. Plus tard, après qu'elle soit montée, j'ouvris le tiroir du bureau où nous gardions les déclarations d'impôts et les garanties. Les dossiers étaient là, bien rangés comme toujours, mais le classeur bleu « Retraite » avait disparu. Je vérifiais le meuble de classement, le placard du couloir, l'étagère du garage où nous gardions les anciens manuels. Rien. « Marie », appelai-je. Elle descendit lentement, prudemment. « Quoi ? Où est le classeur retraite ?» Elle fronça les sourcils, comme si j'avais demandé quelque chose de stupide. « Pourquoi tu en as besoin ? Je veux juste le regarder. » Elle agita la main. « Tout est en ligne maintenant. Tu n'as pas à t'en soucier. »« Si, j'en ai besoin, » dis-je. J'ai toujours regardé. Ses yeux durcirent une fraction de seconde avant qu'elle ne les adoucisse. « Pierre, tu es fatigué. Tu es distrait depuis ce gala. Laisse-moi m'en occuper. » Ce mot encore. M'en occuper, je n'insistais pas. J'allais me coucher et fixer le plafond de la même façon qu'à Paris, écoutant la maison craquer autour de nous. Le lendemain matin, je m'arrêtais à la caisse d'épargne pendant ma pause déjeuner. La femme au comptoir me connaissait. Nous avions fréquenté le même lycée, bien qu'elle soit une année derrière moi. Elle tapa pendant 1 minute, fronça les sourcils, puis leva les yeux. « Votre adresse postale a été changée, » dit-elle. « Quand ? Il y a environ 6 mois. Pour où ? » Elle hésita. « Une boîte postale en ville ?» Mon estomac se serra. « Qui a autorisé ça ?» Elle regarda l'écran. « Votre épouse, procuration. » Je la fixai. Je n'ai jamais signé de procuration. Elle se mordit la lèvre. « C'est dans le dossier, Pierre. » Je rentrai au garage les mains tremblantes sur le volant. Chaque feu rouge semblait plus long que le précédent. Ce soir-là, je demandai à Marie-Anne de s'asseoir. « Je suis allé à la caisse d'épargne, » dis-je. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Pourquoi tu ferais ça ? Ils ont dit que tu avais changé l'adresse postale et que tu avais une procuration. » Elle soupira comme si j'étais un enfant qui avait interrompu son travail. « C'était juste plus facile comme ça ? Tu oublies des choses ? » Je n'oublie pas mon propre nom. Ne sois pas dramatique. Je demandai à voir les papiers. Elle apporta un dossier du tiroir de la cuisine et le fit glisser sur la table. Il était épais, avec des onglets, des signatures, des dates. Mon nom était dessus. « Tu vois ?» dit-elle gentiment. « Tu as signé. »
Je regardais la signature. C'était la mienne, ou assez proche. Je me souvenais du jour où elle m'avait tendu une pile de formulaires après le dîner, dit qu'ils étaient des mises à jour pour l'assurance et les prestations. J'avais signé où elle pointait. Tu avais dit que c'était de la routine, dis-je. C'était, dit-elle. Tu lis trop dans tout ça. Je feuilletais les pages. Changement de bénéficiaire, livraison numérique, un formulaire de consentement conjugal dont je ne me souvenais pas avoir discuté. Ma tête commença à marteler. Pierre, dit-elle en baissant la voix, tu te troubles. Ça arrive. Ce mot, troublé, frappa plus fort que tout le reste. Je repoussai le dossier. J'ai besoin de temps. Elle acquiesça, déjà debout. Bien sûr, fais-moi juste confiance. Cette nuit-là, j'appelai le numéro sur la carte d'Éléonore. Le comptable judiciaire qu'elle avait recommandé me rencontra dans un bistrot près de l'ancien centre commercial, un bloc-notes légal entre nous et un pot de café brûlé sur la table. Il parlait clairement, expliqua comment les comptes pouvaient être redirigés, comment la livraison sans papier fonctionnait, comme c'était facile de déplacer des choses sans déclencher d'alarme si un conjoint contrôlait le flux d'informations. Vous n'êtes pas fou, dit-il, et vous n'êtes pas seul. Sur le chemin du retour, je m'arrêtais dans un parking d'épicerie et restais juste assis là, les mains sur le volant. Je pensais à la façon dont Marianne avait ri au téléphone, comment elle avait dit aux gens que je ne comprenais pas les chiffres, comme elle m'avait fait me sentir petit pendant des années. J'aurais pu exploser, j'aurais pu crier, jeter le dossier à travers la pièce, exiger des réponses. Au lieu de cela, je fis quelque chose que mon père m'avait enseigné, après que j'ai été expulsé d'un match dans la colère en 95. Je ralentis. J'écrivis tout, les dates, les mots, les changements, et pour la première fois, je ne restai pas en arrière. Marianne devint plus maligne au moment où elle réalisa que j'étais devenu curieux. Ce ne fut pas un aveu complet ou une dispute bruyante. C'était plus subtil que ça, comme la façon dont un bon voleur ne déclenche pas l'alarme, change juste le code et sourit pendant que vous secouez la poignée. 2 jours après que j'ai demandé à propos de la caisse d'épargne, je rentrai chez moi et trouvais les tiroirs du bureau réorganisés. Pas désordonnés, pire, net, vide de tout ce qui était utile. Le meuble de classement dans le couloir avait une nouvelle serrure. Le genre argenté bon marché qu'on achète chez Castorama. C'est quoi ça? Demandai-je en la pointant. Marianne ne leva pas les yeux de son portable. De l'intimité? C'est mes affaires aussi. Elle cliqua sa souris comme si elle ne m'avait pas entendu. Tes affaires sont dans le garage. J'allai au garage et ouvris la vieille caisse en plastique où nous gardions les manuels et les garanties. Il y avait des ampoules, du scotch, un sac de décoration de Noël et un annuaire d'église plastifié de 2012. Pas de classeur retraite. Cette nuit-là, elle s'assit sur le canapé feuilletant un magazine, comme si tout était normal. « Pierre ?» dit-elle sans lever les yeux. « J'ai parlé au RH aujourd'hui. » Mon estomac se serra. « À propos de quoi ?»« À propos de toi, dit-elle, et elle croisa finalement mon regard. « Tu agis bizarrement depuis le gala. » Je laissai ça reposer une seconde. L'audace de tout ça. La façon dont elle pouvait tordre la réalité jusqu'à ce que je sois le problème. J'ai demandé où étaient allés nos relevés de retraite, dis-je. Et j'ai répondu, dit-elle. Sans papier, plus propre, moins d'encombrement. Je ne suis pas de l'encombrement, dis-je. Elle posa le magazine soigneusement. Tu veux garder ta couverture santé, Pierre? Je clignai des yeux. De quoi tu parles? Elle me donna ce sourire RH, doux à l'extérieur, fer en dessous. Tu travailles à temps partiel dernièrement. Tu as eu ces maux de tête. Si tu vas commencer à m'accuser de choses, ça va créer de l'instabilité. Instabilité, répétai-je, goûtant le mot. C'est juste la réalité, dit-elle. À notre âge, on ne peut pas se permettre d'erreur. Tu ne comprends pas comment ces prestations fonctionnent? C'était encore là, cette phrase qu'elle utilisait comme un marteau. Tu ne comprends pas, je voulais crier. Je voulais lui dire que j'avais câblé la moitié de la zone industrielle du côté sud de la ville et que je n'avais jamais une seule fois pas compris la différence entre un conducteur sous tension et un neutre. Mais ce n'était pas électrique. C'était personnel. C'était quelqu'un qui essayait de me faire douter de mon propre esprit. Alors, je fis la seule chose qu'elle n'attendait pas. J'acquiesçai. D'accord, dis-je doucement.
Montre-moi. Ses yeux se plissèrent. Te montrer quoi? Les comptes, dis-je. Connecte-toi maintenant. Elle hésita juste assez longtemps pour me dire qu'elle n'avait pas l'habitude d'être contestée. Puis elle prit son portable et le tourna vers moi, les doigts volant sur les touches. Tu vas juste être dépassé, dit-elle. J'essaierai, dis-je. Elle se connecta rapidement, comme un magicien pratiquant. L'écran cligna. Des chiffres apparurent. Elle fit défiler rapidement, trop rapidement, puis ferma brutalement le portable. Tu vois, dit-elle, tout va bien. Ça, ce n'est pas me montrer, dis-je. Si, claqua-t-elle, puis adoucit son ton. Pierre, tu ne penses pas clairement. Je la fixais, cette femme que j'avais défendue aux funérailles et aux fêtes et aux réunions de parents d'élèves. La femme qui avait l'habitude de poser sa tête sur mon épaule au drive-in quand nous rions encore. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des années, dis-je. Je montais et fermais la porte de la chambre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de l'effort de me retenir. Le lendemain après le travail, j'allais à la bibliothèque municipale de Meaux. Ça aurait semblé drôle à mon moi plus jeune. Moi, le type qui préférait reconstruire un moteur plutôt que réinitialiser un mot de passe, assis devant un ordinateur public avec des bifocales perchées sur mon nez comme si j'étais soudainement devenu mon père. Mais je le fis. Je sortis mon téléphone et rappelai le comptable judiciaire. D'accord, dis-je. Parle-moi comme si j'avais 5 ans. Il gloussa. C'est la moitié de mon travail. Il me guida lentement. Récupération d'email, question de sécurité, authentification à 2 facteurs. Je tâtonnais sur le clavier de la bibliothèque comme s'il était couvert de graisse. Mes doigts n'arrêtaient pas de frapper les mauvaises touches. Je marmonnais entre mes dents et reçus un regard d'une bibliothécaire adolescente comme si j'avais insulté son chat. Après 40 minutes, je réussis finalement à accéder à un ancien email. Marianne ne savait pas que j'avais encore accès à celui que j'avais utilisé quand le programme d'apprentissage syndical nous faisait faire des modules en ligne. Et c'était là. Notification, changement de compte, mise à jour d'adresse, une confirmation de mise à jour de bénéficiaire que je n'avais jamais vue parce qu'elle avait été envoyée à la nouvelle boîte de réception sans papier que Marie-Anne contrôlait. Ma gorge se dessécha. J'imprimais tout, une page à la fois. L'imprimante de la bibliothèque grinça comme si elle me détestait, mais elle cracha l'épreuve. En sortant, je m'arrêtai au bistrot de la rue de la République et rencontrai l'avocat qu'Éléonore avait recommandé. Il était dans la soixantaine, portait un costume simple et parlait comme un type qui avait passé des décennies à regarder les gens mentir sous des lumières vives. « Tu n'as pas besoin d'être bruyant ?» me dit-il en tapotant la pile de papier. « Tu as juste besoin d'être précis. Je n'essaie pas de la ruiner, dis-je. » Il leva les yeux. « Alors tu as déjà une longueur d'avance sur elle. » Ce week-end, Marianne organisa un brunch de donateurs à notre maison. Elle ne me demanda pas, elle m'informa. « Reste juste à l'étage, » dit-elle, arrangeant des fleurs dans un vase comme si elle auditionnait pour un magazine. Nous discutons d'initiatives de leadership. J'ai presque ri. Leadership dans ma propre maison. J'avais prévu de l'éviter, de continuer à rassembler des preuves tranquillement, mais puis j'entendis une des épouses de donateurs dans l'entrée dire « Marie-Anne, votre maison est si bien organisée. » Organisée comme un musée, comme si j'étais une exposition poussiéreuse dans l'arrière-salle. Quelque chose en moi se brisa, pas en rage, mais en résolution. Je descendis les escaliers, pas en smoking cette fois, en bottes de travail, jean usé, une chemise boutonnée simple que j'avais repassée moi-même. Les yeux de Marianne s'écarquillèrent comme si j'étais descendu nu. « Pierre, » siffla-t-elle, les dents à peine bougeantes. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je vis ici, » dis-je. Quelques personnes se tournèrent. Un des donateurs, un homme aux cheveux gris en blazer, regarda mes bottes et sourit comme s'il approuvait. « Celles-ci, ce sont des paraboutes ?» demanda-t-il. « Ouais, » dis-je. Il acquiesça. « Bonnes bottes. Mon père les a portées toute sa vie. » Le sourire de Marianne se figea. Pendant une seconde, je ne fus pas invisible. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Marie-Anne me coinça dans la cuisine. « Tu m'as fait honte, » dit-elle, la voix tremblant de colère. Je m'appuyai contre le comptoir et la regardai calmement. « Tu me fais honte depuis des années. »
Son visage devint rouge. Tu penses que tu es malin maintenant parce qu'une milliardaire t'a parlé à un gala? Je ne répondis pas à ça. Je ne lui donnai rien qu'elle puisse tordre. Au lieu de cela, j'allai au garage et ouvris une boîte en carton que je n'avais pas touchée depuis longtemps. Vieille coupure de baseball, une photo d'équipe fanée et une cassette étiquetée de l'écriture d'Éléonore. Été 95. Je m'assis sur l'établi et la tins longtemps. Pas parce que je voulais retourner dans le passé, parce que ça me rappelait que j'étais autrefois un homme qui se tenait dans la cage du batteur et ne bronchait pas. Le lendemain matin, je reçus un message d'Éléonore. Pas de cœur, pas de mots doux, juste une heure et un lieu. Un café près du centre-ville de Meaux. Calme, neutre. Quand nous nous rencontrâmes, elle semblait fatiguée d'une façon que l'argent ne peut pas arranger. « Je n'ai pas grandi comme ça », dit-elle, jetant un coup d'œil autour comme si elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle possédait des entreprises. Mon premier appartement avait un plafond qui fuyait. J'ai appris à garder les reçus parce que personne d'autre n'allait me protéger. Elle glissa un dossier sur la table. Ce n'était pas de l'argent. C'était de l'accès. Copie des politiques d'entreprise, un aperçu des procédures de conformité, les canaux appropriés pour soumettre des preuves sans être écrasé par les amis RH de Marianne. « Ton histoire a besoin de lumière du jour, dit-elle. Pas de drame, de la lumière du jour. » J'avalai difficilement. « Elle va venir après moi. » Éléonore acquiesça une fois. « Alors nous faisons ça correctement. » Je sortis avec le dossier sous le bras, sentant son poids comme une ceinture à outils. Marianne pensait qu'elle avait verrouillé l'armoire. Elle n'avait pas réalisé que j'avais appris à lire le câblage derrière le mur. Et quand l'invitation arriva une semaine plus tard, dîner des prix d'éthique et de leadership, avec le nom de Marie-Anne en script doré, je la tins dans mes mains et ressentis quelque chose presque comme de la pitié parce qu'elle construisait toute sa vie sur l'image. Et je tenais finalement les documents qui pouvaient l'abattre tranquillement, légalement, un domino à la fois. La salle de bal était plus bruyante cette fois, pas avec la musique, mais avec les voix. Des voix qui se chevauchaient, confiantes, qui appartenaient à des gens qui pensaient être en sécurité. Le dîner des prix d'éthique et de leadership se tenait dans un hôtel près de la Seine. Tout vert et acier brossé, le genre d'endroit qui vous faisait vous sentir important juste en y entrant. Marianne avait tout planifié à la minute près. Elle arriva tôt, presse-papiers en main, talons claquants comme un métronome. Elle embrassa des donateurs, rit à des plaisanteries privées, embrassa des joues. Son nom était imprimé sur des bannières à côté de mots comme intégrité, transparence, valeur d'entreprise. J'arrivais 10 minutes en retard, pas parce que j'étais nerveux, parce que le timing compte. Je portais une veste sombre et des bottes propres. Pas tape à l'œil, pas défiant, juste moi. J'acquiesçai au voiturier, remerciai l'hôtesse et pris un siège près de l'arrière où Marianne m'aimait toujours le mieux. Depuis la scène, elle semblait radieuse, confiante, intouchable. Quand elle commença son discours, la salle se tut. À une époque où la confiance dans les institutions est fragile, dit-elle dans le microphone, c'est notre responsabilité en tant que leader de maintenir les standards éthiques, même quand c'est inconfortable. Je ressentis un calme étrange me laver parce que je savais ce qui était déjà en mouvement. 3 jours plus tôt, les paquets étaient partis par les canaux appropriés avec des horodatage et des reçus. Le comité d'audit, le conseil externe, le liaison du conseil qu'Éléonore m'avait discrètement présenté. Rien de divulgué, rien de sensationnel, juste des faits. Remboursement de frais qui ne s'alignaient pas, déclaration de conflits d'intérêts qui étaient incomplètes, email RH documentant la pression sur les conjoints pour signer des documents de routine, changement de bénéficiaire fait sans consentement éclairé. Coupure de papier. Du coin de l'œil, je vis un homme en costume gris murmurer à une femme à la table d'honneur. Un autre téléphone sortit, puis un autre. Marianne continua de parler. Sa voix vacilla juste un peu. Parce que la dignité sur le lieu de travail n'est pas juste un slogan. Une main se leva près de l'avant. « Marianne, dit un membre du conseil en se levant. Pouvons-nous faire une pause ? » La salle changea. Les chaises grincèrent. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Marianne sourit serrée. « Bien sûr. » Il ne se rassit pas. « Il y a des questions, dit-il prudemment, qui doivent être abordées avant de continuer. » Ses yeux scrutèrent la salle.
cherchant de l'aide, du contrôle. Ils me trouvèrent à la place. Je ne souris pas, je n'acquiesçais pas, je me levais juste. Le son voyagea. Tissu contre chaise, le raclement des bottes sur le tapis. Les têtes se tournèrent. « Qui est-ce » murmura quelqu'un. Le visage de Marianne pâlit. « C'est hautement inapproprié » dit-elle, sa voix soudainement aiguë. « C'est mon mari, il est confus. » C'était là, ce mot encore. Je marchais vers l'avant lentement, m'arrêtant à quelques mètres de la scène. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles, mais mes mains étaient stables, plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des années. « Je ne suis pas confus, » dis-je. Je n'élevai pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Je suis informé. Un murmure ondula dans la foule. Le membre du conseil acquiesça une fois. « Monsieur Moreau a fourni de la documentation, » dit-il. Une documentation substantielle. Marianne rit, un son cassant. C'est une affaire personnelle, un différend marital. Non, dit le membre du conseil, c'est une question de conformité. Le projecteur derrière elle s'anima. En tête d'email, date, extrait de politique. Marianne se tourna, les yeux voltants, les lèvres s'entr'ouvrant sans son. Elle tendit la main vers le pupitre comme s'il pouvait la soutenir. « Vous ne comprenez pas ?» dit-elle, sa voix se fissurant. C'est sorti de son contexte. Je fis un pas de plus vers l'avant. « J'ai été assez longtemps en arrière pour tout voir, Marianne, » dis-je. Le silence tomba durement. Elle me regarda alors, pas avec colère, pas même avec peur, mais avec quelque chose proche de l'incrédulité, comme si elle avait construit tout son monde sur l'hypothèse que je ne me lèverais jamais. Sa main trembla. Le verre d'eau sur le pupitre bascula, roula, et se brisa sur la scène. Personne ne bougea pour aider. Le membre du conseil remercia les participants pour leur patience et annonça une suspension temporaire en attendant un examen. Les donateurs évitèrent le contact visuel. Quelques-uns me regardèrent avec quelque chose comme du respect. Marianne fut escortée hors de la scène, ses talons claquant hors rythme pour la première fois que j'ai jamais entendu. Je ne la suivis pas. Je restai où j'étais jusqu'à ce que la salle commence à bourdonner à nouveau, cette fois avec une énergie différente. Des questions, des vrais. Quand je sortis finalement dehors, l'air nocturne semblait frais et propre. Je me tins près de la scène et respirai. Éléonore me rejoignit un moment plus tard. Elle ne me toucha pas. « Tu l'as fait ?» dit-elle. « Nous l'avons fait correctement, » répondis-je. Elle acquiesça. À l'intérieur, les dominos tombaient encore, mais là dehors, sous les lumières de la ville, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis cet été 95. Solide. Je déménageais la semaine suivante. Pas en précipitation, pas au milieu de la nuit. J'emballais ce qui était à moi. Outils, vêtements, une boîte de vieilles photos, la cassette de 95, et laissais le reste exactement où c'était. Que la maison ait l'air organisée sans moi. L'avocat s'occupa du reste. À cause de la piste papier, parce que tout avait été fait tranquillement et correctement, le divorce ne se transforma pas en cirque. Les changements de bénéficiaires furent annulés. Les comptes retraite furent corrigés. La procuration fut annulée. Ce n'était pas un jackpot, c'était de la justice. Et après des années qu'on me dise que je ne comprenais pas les chiffres, la justice ressemblait à une victoire. Marianne perdit son travail avant même que l'enquête soit terminée. Les directrices RH ne survivent pas aux violations d'éthique, surtout publiques. J'entendis par la ville parce qu'à Meaux, on entend toujours qu'elle explorait de nouvelles opportunités. C'était la phrase qu'elle aimait utiliser sur les autres. Je ne me réjouis pas. Je n'appelais pas. Je ne cherchais pas. La vengeance, j'appris, n'est pas bruyante quand c'est bien fait. C'est définitif. Les jours tranquilles furent plus difficiles. Il y eut des matins où je me réveillais seul dans un petit appartement de la rue Charles-Infroy et ressentis le poids de tout se poser dans ma poitrine. 30 ans, c'est long pour réaliser qu'on a rétréci. Certaines nuits, je restais éveillé, fixant un plafond qui n'était pas le mien, me demandant comment j'avais raté ça. Mais puis, il y eut d'autres moments, comme la première fois que je vérifiais mes comptes moi-même et compris chaque ligne. Ou l'après-midi, où je m'arrêtais au vieux terrain de Boissise et regardais un match de lycée depuis les gradins, le claquement de la batte sonnant toujours pareil.
ou le jour où je rencontrai Éléonore pour un café encore. Pas de gala, pas de discours, juste un endroit tranquille près du centre-ville avec des tasses ébréchées et de mauvaises pâtisseries. Nous parlâmes lentement, prudemment de où nous étions maintenant, pas où nous avions été. Nous ne prétendîmes pas avoir à nouveau 25 ans, nous ne précipitâmes rien. À notre âge, on ne court pas après les feux d'artifice. On cherche une lumière stable. Parfois, nous roulions avec la radio en sourdine, du rock classique glissant par les haut-parleurs de son vieux SUV. Parfois, nous ne parlions pas du tout. C'était suffisant. Je pensais beaucoup à la dignité pendant ces semaines, à comme c'est facile de la donner un petit compromis à la fois, à comment rester en arrière devient une habitude si on n'y fait pas attention. À 57 ans, je ne recommençais pas. Je me reprenais. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible, sous-estimé ou discrètement mis de côté, prenez un moment pour vous asseoir avec ce sentiment. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur la force tranquille, les leçons difficiles et les secondes chances, pensez à vous abonner. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer d'impressionner une salle. D'autres se souviennent finalement qui ils sont et font un pas en avant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, Idris, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.